Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans CinéWatch. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission sur l'actualité du cinéma. On va passer une petite heure ensemble à parler des sorties du jour et à parler de tout plein de choses. Et je serai en très bonne compagnie. Je vous présenterai mon invité dans un instant. Mais tout de suite, nous allons commencer par la traditionnelle image de la semaine que nous allons regarder immédiatement. Pour bien rentrer dans cette émission, on regarde l'image de la semaine. Brenner, McQueen, Coburn, Vaughn, Bronson, Buckholz, Dexter. L'image de la semaine, c'est donc les sept mercenaires, c'est surtout la triste disparition de Robert Vaughn, l'acteur américain nous a quittés le 11 novembre dernier. Il était le dernier des sept mercenaires encore en vie. Robert Vaughn, c'est une grande carrière, une longue carrière. Beaucoup de rôles, beaucoup de second rôles de premier plan dans des films comme Bullitt, dans des films comme La Tour Infernale. C'est beaucoup aussi de rôles dans des séries B, alors l'invasion des soucoupes volantes, l'attaque des morts vivants, Delta Force, Chud 2. Il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, mais en tout cas, c'était un très très grand comédien qu'on a pris aussi plaisir à voir dans la série des agents très spéciaux. Voilà, Robert Vaughn nous a quittés, le cinéma est en deuil pour la énième fois cette année. N'est-ce pas Alexis Yomé, Tout à fait. rédacteur à CloneWeb et à Filmosphère? En effet. Grande plume à cheval entre deux beaux médias. Oh oui. Enfin, je suis plus au clavier qu'à la plume. C'est vrai. À la plume numérique, on Voilà, va dire. exactement. Et donc, du coup, je suis ravi. C'est ta première sur cette émission. Je suis ravi de t'avoir Voilà. sur ce plateau. Donc, voilà. Donc, Robert Vaughn, donc, comme je disais, année décidément tragique. En 2016, c'est vraiment une année Ah, c'est catastrophique. l'hécatombe. Puis même cinéma français, cinéma américain, on va dire tout le monde y passe, mais 2016, c'est une année particulièrement terrible. Ouais, et surtout qu'en plus, il est mort le même jour que Leonard Cohen. Donc, Voilà. décidément, sans rajouter une couche. Non, c'est moche 2016. Non. C'est très très moche. Heureusement, on est bientôt en 2017. Bon, ça va se calmer, hein. Voilà, on espère On tous espère, que... parce qu'il y en a certains, on est quand même pas tranquille. Bon, on va tout de suite attaquer le corps de cette émission. On va commencer par notre rubrique box-office. C'est parti pour le box-office. Le box-office de la semaine qui est donc dominé par Inferno avec 464 722 entrées pour être précis. Donc Inferno, c'est le C'est la suite. petit gagnant, je trouve, de Ouais. cette année. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est Bah, pas- c'est plus un blockbuster vendu un peu comme pour l'été. On avait Da Vinci Code et Ange et Démon qui étaient les principaux épisodes. Puis là, c'est un énième épisode qui arrive un petit peu tard, je trouve. Mais bon, il fait quand même un bon chiffre pour la date de sortie à laquelle il est sorti, quoi. Oui. Voilà. Oui, alors j'ai dit que c'était le grand gagnant de cette année, de cette semaine. Voilà. Évidemment, c'est très loin d'être le grand gagnant de cette année. Voilà, c'est pas un rouleau compresseur. Voilà, y compris en entrée et y compris en qualité, hein, parce que c'est quand même sacrément mauvais, hein. Bah, C'est- sachant que surtout Ron Howard, le réalisateur, a fait juste avant Rush, qui était sur la Formule 1, et Au cœur de l'océan, sur l'histoire de Moby Dick, qui étaient deux films extraordinaires. Là, il est retombé un petit peu dans les travers juste pour gagner son chèque à la fin du Mais mois. c'est ça. et- Moi, j'avais l'impression de voir un truc des années 90. C'est vieux, tout est vieux. et même Tom Hanks, il Mais a l'air même très Tom vieux. Hanks, il est vieux, et puis surtout, on a l'impression qu'il y croit pas, quoi. Il Non. court à travers le monde, mais je me demande si c'est pourquoi, en fait. Même il y a des scènes d'action, on se demande comment elles ont été filmées, ça va dans tous les sens. Elles sont fatiguées. Ah oui, Je très crois qu'ils fatigué. étaient tous très fatigués. Deuxième cette semaine, La folle histoire de Max et Léon, le film du Palmacho qui en deuxième semaine continue à cartonner. Il en est quasiment au million, puisqu'il cumule 928 000 entrées. Mhm. Très beau succès pour un premier film du Palmacho. Puis Ils pas, ont de quoi- pas seulement juste du Palmachos, c'est en plus film un peu historique avec la comédie, donc ils essaient de faire le film de genre en plus avec la comédie. C'est vraiment bien que ça fonctionne. Après, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, il faut saluer comment dire, la La tentative. tentative, tout à fait. Alors troisième, pardon. Ma famille t'adore déjà. Pardon encore. Donc voilà, le film de Jérôme Commander, 307 000 entrées, donc se positionne troisième. Moi personnellement, je n'explique pas ça.
Donc voilà. Après, plein de bandes annonces au cinéma, peut-être que ça a poussé les gens à aller le voir ou Ah pas. ouais, non, Mais bah, visiblement, oui, il y a quand même 300 000 personnes qui se sont déplacées pour ce que je pense être le plus mauvais film de l'année. C'est un avis personnel. Quatrième, Doctor Strange, qui cartonne, quasiment 1 700 000 entrées. Il a encore fait 300 000 cette semaine, décidément. Les Trolls continuent à marcher très très fort lui aussi, bientôt 2,5 millions d'entrées. Et alors la petite déception de la semaine, c'est quand même Tu ne tueras point, le nouveau Mel Gibson, qui malheureusement ne fait que 216 000 entrées. Il a souffert un peu d'une... Alors, je peux pas dire de concurrence, mais en fait de films des semaines précédentes qui continuent à marcher très fort. il y a eu beaucoup de sorties déjà la semaine où il est apparu, donc c'était déjà beaucoup de concurrence pour lui. Puis après, c'est le film de guerre, faut que ça trouve son public. Puis Mel Gibson, il se traîne les casseroles un petit peu, on va dire, de La Passion du Christ, Apocalypto, qui marque pas forcément le grand public. Donc c'est difficile de ramener suffisamment de spectateurs pour cette histoire. Et pourtant, le film est assez bien. Il a ses défauts, il a des mais critiques, il a des critiques dithyrambiques. En tout cas, allez voir Tu ne tueras point, c'est vraiment très 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 bien. Voilà pour le point du box-office. Je vais quand même rappeler vite fait que Daniel Blake donc, est 7ème et marche plutôt bien. Le Ken Loach, il en est déjà à 662 000 entrées. Miss Peregrine, gros succès pour Tim Burton. Il est 8ème avec 2 millions. Il en est à 2,6 millions cette semaine. Il a fait encore 134 000. Merci les vacances scolaires. Exactement. Ah non, ça c'est un gros succès. En 6e semaine en plus, il est toujours là. 9ème, Snowden, de Oliver Stone. Oliver Stone. Moi j'ai beaucoup aimé. Snowden. Ah oui, beaucoup. Ouais, fatigué lui aussi. Non, pas forcément. Il fait plutôt un film grand public pour pouvoir en parler au maximum plutôt que quelque chose de rentre dedans et poil à gratter comme l'avait pu être JFK et tout ça. Justement, il change son ton pour pouvoir parler à un public qui n'était pas trop habitué. Il a tellement bien changé que du coup, il y a une place dans la chambre à la maison de retraite. Il y a une place dans la chambre juste à côté de Ron Howard. Tout de suite. Il y a une place pour Oliver Stone. Ça tombe bien. Voilà. Bon, du coup, on va marquer tout de suite une première petite pause et on va rentrer vraiment dans l'actualité de cette semaine. On marque une pause et on revient tout de suite. La sortie de la semaine, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment la grosse sortie de la semaine, c'est Les Animaux Fantastiques, le retour... on peut dire de l'univers d'Harry Potter, même si ce n'est pas Harry Potter. C'est écrit par J.K. Rowling, qui pour la première fois écrit elle-même le scénario, parce qu'elle n'avait jamais écrit le scénario des Harry Potter. Voilà, elle avait juste écrit les livres et puis laissé transposer les studios. Voilà, là pour le coup, elle est scénariste, elle contrôle son affaire. Les Animaux Fantastiques, donc ça se passe avant Harry Potter, donc on est dans une préquelle, même si en fait on lance plus ou moins une nouvelle saga qui trouvera son prolongement par la suite dans l'univers d'Harry Potter. Donc là, on revient bien des années avant. Je crois qu'on est en 1926 à New York. Et on suit les aventures de Norbert Dragono, qui avait écrit un livre qui faisait partie des livres enseignés à Harry Potter à l'école. On va tout de suite regarder la bande-annonce et on va parler des Animaux Fantastiques tout de suite après. Bande-annonce. You've known for 24 hours that an unregistered wizard set magical beasts loose in New York? Yes. Where is this man? So, you're the guy with the case full of monsters, huh? News travels fast. Mr. Scamander, do you know anything about the wizarding community in America? We don't let things loose. Hey, Mr. English guy, I think your egg is hatching. You wiped his memory, right? The no magic. The what? No magic. The non-wizard. Sorry, we call them muggles. I don't think I'm dreaming. Oh, give it away. I ain't got the brains to make this up. Something is stalking our city. Wreaking destruction. And then disappearing without a trace. Witches live among us. We've lived in the shadows for too long. I ask all of you, who does this protect? Us or them?
He senses danger. This is related to Grindelwald's attacks in Europe. This could mean war. We got a plan, right, guys? They need our help. Was that everything that came out of the case? I won't let another one die. I refuse to bow down any longer. Time is running out, Mr. Scamander. Les animaux fantastiques, vous êtes fan d'Harry Potter, voilà, l'univers revient sous une autre forme. On va tout de suite en parler avec Alexis qui a vu le film. Oui. Tu l'as vu aujourd'hui de toute façon. J'ai vu ce matin, première séance du mercredi. C'est tout frais. Voilà, c'est Alors, frais de ma tête. Qu'en as-tu pensé? Alors, j'avais pas mal aimé déjà la première saga Harry Potter, donc en 8 films, même si je trouvais qu'il y avait une petite baisse de niveau de qualité sur les tout derniers qui étaient réalisés par David Yates, qui revient pour ces animaux fantastiques. Notre plus grand déplaisir. Oui, oui, non. Enfin, je suis allé voir les animaux fantastiques avec quand même l'espoir que ça allait m'intéresser, puisque on sortait de l'univers d'Harry Potter, on sortait donc de l'école de Poudlard, qui était tout le temps le même décor de toute la saga des 8 premiers films. Là, on nous propose donc New York, d'accord, 1926, intéressant, et avec de nouveaux personnages. Et en plus, on va naviguer entre les relations donc, avec le monde de la magie et le monde des humains, des moldus. Je me suis dit, tiens, là, va y avoir des histoires intéressantes à raconter, ça va être vraiment pertinent. Bon, J.K. Rowling qui signe le scénario, ça se tient, pourquoi pas. Mais après, je trouve que la mise en scène n'apporte pas forcément ce qu'il faut au film pour transcender l'histoire, parce qu'on a l'impression que ça pourrait être n'importe qui derrière la caméra. On ne s'intéresse vraiment pas à l'histoire. Et c'est ça le problème, parce qu'on ne s'intéresse pas ensuite aux personnages. Pourtant, des personnages qui sont super attachants. Notamment, c'est vraiment à la fin du film. Il y a une très jolie fin. Les 10 dernières minutes, elles sont très jolies. Mais tout le reste du film, c'est standard, c'est standardisé. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait un vrai potentiel dans cette histoire. Oui, c'est un peu dommage. Il faut dire quand même que sur la saga Harry Potter, on n'a pas toujours eu le même réal. On a eu du très bon avec, par exemple, Quaron, je pense. Tu vois. Quaron sur le 3e. Effectivement, David Yates, ça n'a pas été le plus épatant de toute la saga. Malheureusement, c'est vrai que c'est celui qui en a fait le plus. Après, il est arrivé au 5e. Il est arrivé au 5e film. Et avant, ce qu'il avait réalisé, c'est un réalisateur de documentaire anglais. Donc, il n'était pas forcément habitué à la mise en scène de gros blockbusters et tout ça. Il s'est formé sur les Harry Potter. Mais malheureusement, il n'a pas formé, on va dire, sa mise en scène, son travail de metteur en scène, c'est mettre en avant ses personnages, la lumière, le cadre et tout ça. La plupart du temps, il filmait, il posait sa caméra et puis il laissait passer l'histoire, comme les vaches qui regardent passer les trains. Et là, le problème sur les animaux fantastiques, il change complètement donc, de décor. On reste dans l'univers Harry Potter, donc il a déjà quand même ses marques, mais on change de décor, d'endroit, d'univers. Mais il n'apporte pas ce qu'il aurait dû pour rendre le film vraiment intéressant. Parce qu'il y a plein de petits moments, de petits instants qui sont vraiment intéressants. D'ailleurs, il faut dire que le film n'est pas forcément conseillé aux plus jeunes. Oui, il paraît que c'est plus sombre. Voilà, c'est beaucoup plus sombre. Ça traite de sujets vraiment, vraiment, vraiment sombres et vraiment humains, que forcément le jeune public, ça risque un petit peu peut-être de les effrayer sur certaines séquences. Que justement, je pense que le public adulte, même qui a grandi avec les Harry Potter, retrouveront un petit peu le côté sombre des derniers épisodes dans Les Animaux Fantastiques. D'accord. Alors, il faut dire que hier, il y avait l'avant-première quand même officielle au Rex. J'ai eu l'occasion de parler avec des gens à la sortie qui étaient tous dithyrambiques. Donc, on avait de tout. On avait des gens déguisés, des gens avec des écharpes, des baguettes partout, etc. En tout cas, les gens adoraient. Visiblement, ça a été un gros succès dans la salle du Grand Rex. Et surtout, apparemment, les gens qui aiment Harry Potter, a priori, ont l'air d'aimer les animaux fantastiques parce que c'est différent. Justement, parce qu'ils n'ont pas essayé de recréer Harry Potter, en fait, et juste de refaire du Harry Potter. Parce que justement, il n'y a plus l'école. Les acteurs, Eddie Redmayne, Colin Farrell, ils incarnent vraiment leur personnage à l'écran.
C'est vraiment les personnages, on va dire un peu, c'est pas péjoratif, mais on va dire de BD. Ça veut dire qu'ils, visuellement, à l'image, ils incarnent vraiment le personnage qu'ils incarneront pendant tout le film. Et on identifie tout de suite qui correspond à quoi, qui seront les ennemis, qui seront les adjuvants. Mais après, est-ce que le film arrive à nous les confronter et tout ça? Pas sûr, mais c'est vrai que ça explore une zone encore qui restait, on va dire, comment dire, dans le hors-champ. Mystérieuse, ouais. Donc, voilà, qui était encore mystérieuse dans la saga Harry Potter, puisqu'on restait beaucoup centré sur l'école de Poudlard. C'est vrai. Et je trouvais que le plus intéressant, justement, c'était tout ce qui se passait en dehors de cette école, notamment le 7e film, qui justement se passait en dehors, et je trouvais qu'il y avait les aventures les plus intéressantes qui se passaient en dehors de l'école. Alors du coup, c'est assez intéressant quand même, parce que donc on est reparti pour une nouvelle saga de 5 films, parce que J.K. Rowling a déjà annoncé qu'il y aurait 5 films. Tous réalisés par David Yates. Tous, ouais, ça c'est un peu le problème. Non, par contre, ce qui est génial, c'est que du coup, ils partent de l'univers d'Harry Potter, on commence à créer une première branche. Mine de rien, vu la richesse de l'univers d'Harry Potter, ils pourront potentiellement créer des tonnes de branches. Je pense que concrètement, là, pour Warner, c'est le tiroir caisse qui est en train de s'allumer, de clignoter dans tous les sens, parce que l'univers est quand même tellement large qu'ils peuvent faire des films pendant encore les 60 prochaines années. Hein, bah complètement. Et en plus, s'ils garantissent que J.K. Rowling soit là à chaque fois pour écrire, pas forcément à chaque fois le scénario, mais en tout cas pour dépeindre son univers, c'est elle qui contrôle tout. Donc, elle sait exactement quelles zones sont encore explorées dans son monde, quelles histoires seraient intéressantes à tisser en long métrage. Là, il y a 5 films qui normalement couvriront, je crois, une période de 19 ans. Donc là, on commence en 1926, on va arriver donc, dans les années 40 et tout ça. Dans la guerre, ouais. Donc voilà, on va avoir une sacrée histoire à raconter avec les Animaux Fantastiques, et je pense qu'il y aura encore d'autres histoires à raconter avec l'univers d'Harry Potter. Sûrement. Bon, bah, en tout cas, voilà. Si vous êtes fan d'Harry Potter, soyez contents, c'est reparti pour encore quelques années, même si évidemment ce n'est pas Harry Potter. Voilà. Ça, il faut quand même bien le dire. Voilà pour les Animaux Fantastiques, on va enchaîner tout de suite avec le film d'après. Juste, j'en profite quand même pour vous dire que vous pouvez réagir sur Twitter, vous pouvez réagir sur Facebook, hashtag Cinéwatch. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos commentaires pendant l'émission. Et un petit rappel au passage des chaînes également, pour vous dire que Watch TV, donc, vous pouvez nous retrouver sur Orange, sur le canal 222, Freebox canal 239 et Bbox canal 127. On enchaîne tout de suite avec Planétarium, le film de Rebecca Zlotowski avec Nathalie Portman et Lily Rose Depp. On va sans plus entendre regarder la bande-annonce du film. Tomorrow, we'll wake up in Paris. Paris. Ce soir, ce n'est pas un spectacle que vous allez voir. C'est une expérience que vous allez vivre. Les plus renommés des médiums américains. Les sœurs Barlow. Depuis que vous êtes entré dans ma vie, les choses sont si différentes. C'est une grande rencontre pour moi. Are you really gonna make movies? Nous n'avons pas besoin de construire le personnage d'une spirit, nous l'utiliserons tel quel. Il faut créer de nouvelles machines, développer autrement le cinéma. D'où venez-vous? Where do you from? Why are you living with him? He's an opportunity. Let's enjoy it while it lasts. Ce serait une première mondiale. Des images non truquées de phénomènes paranormaux. Personne n'a jamais vu ça. Je veux plus que tu l'approches. You're jealous. J'ai l'impression que t'es devenu complètement fou en Mais non, j'ai tenté quelque chose. Extraordinaire. Il n'y a rien sur ces images, André. Monsieur Korbinski, pardonnez-moi de vous appeler par votre vrai nom. Comment faire confiance en s'étant troublé à un étranger? Ça va aller. Tell Andre to be careful.
Planétarium, donc film de Rebecca Zlotowski, à qui l'on devait Belle Épine et Grand Central. Voilà, Nathalie Portman, Lily Rose Depp, on va pas trop s'attarder dessus, honnêtement, parce que le film ne le mérite absolument pas, en fait, on va dire ça, on va dire la chose très clairement. C'est voilà, c'est pas bon, en fait, c'est juste pas bon, c'est extrêmement confus, c'est prétentieux, ça veut raconter énormément de choses, ça mélange tout, il y a une espèce de non-maîtrise permanente. Esthétiquement, la réalisatrice se regarde filmer du début à la fin, ça en devient insupportable. Terrible. Voilà, et la dernière couche sur le millefeuille, c'est que c'est d'un ennui juste colossal. Voilà, non, c'est raté en fait, c'est dommage. C'est un film qui est... Voilà, ça fait partie de ces films, je dirais, c'est que c'est bourré d'ambition. En plus, Mais même c'est complètement raté. Plus au niveau du casting, Nathalie Portman, Lily Rose Depp, ça C'est veut ramener le public avec des méga stars. Exactement. C'est dommage. Des cinémas, alors, parce que le pire en plus, c'est que Nathalie Portman est franchement pas exceptionnelle dedans. Lily Rose Depp, bon, elle fait du Lily Rose Depp, donc moi j'attends toujours qu'elle prouve quand même qu'elle est une bonne comédienne, même si je n'en doute pas. C'est ça le pire, hein, c'est que je n'en doute pas, mais il faudrait juste qu'elle le montre. Mais ça vient confirmer, ça vient confirmer quand même que Nathalie Portman a vraiment un problème avec la France. C'est-à-dire que déjà, elle a un problème à habiter en France, visiblement. Elle a aussi un problème à faire des films en France. Elle avait fait Léon, quoi, il y a quelques années. Ça, au moins, c'était pas mal. Mais là, qu'elle retourne vite aux États-Unis, faire je sais pas quoi, parce qu'en même temps, si on faire des Marvel, c'est pas la peine. Le prochain film, c'est Jackie. C'est Jackie. Jackie Kennedy. Donc, où son rôle, apparemment, pour l'instant, est salué par... Et ça sent un peu la nomination à l'Oscar. Oui, alors ça va être compliqué cette année quand même, parce que je trouve qu'il y a une lutte qui est assez... Il y a beaucoup de monde. Ouais, il y a beaucoup de monde, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Parce que chez les hommes, pour l'instant, Casey Affleck a l'air d'être très très bien lancé, mais je crois qu'il n'est pas le seul. Non. Il y a aussi Birth of a Nation qui est bien parti avec Nate Parker, je crois. Oui. Enfin, pour l'instant, il y a beaucoup de candidats. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Voilà, donc Planétarium en salle demain avec Nathalie Portman et Lily Rose Depp. C'est pas bon, mais vous pouvez toujours tenter si ça vous fait plaisir. On va enchaîner avec le film d'après, Iris, le retour de Jalil Lespert 2 ans après. Jalil Lespert ou Jalil Lespert ? Moi, je dis Lespert. Toi, tu dis Lespert. Et moi, j'ai toujours dit Lespert et je ne sais même pas pourquoi. C'est ça le pire. Parce qu'effectivement, on ne dit pas une pomme verte. Exactement. Ah si, en fait. Enfin, mais il y a un E après. Bon, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Donc, Iris, nouveau film donc, de Jalil Lespert, 2 ans après Yves Saint-Laurent. Iris avec un très beau casting. Romain Duris, Charlotte Lebon, Camille Cotin. Il y a une plutôt belle distribution. J'en oublie un. J'ai l'impression d'en oublier. Et Jalil Lespert, en fait, qui joue tout simplement dedans. Voilà, c'est lui que j'oubliais. C'est un remake de K.O., le film de Hayao Nakata. Remake très libre quand même. Mais remake quand même. On va regarder la bande-annonce déjà, comme ça vous posera l'histoire et ce à quoi vous devez vous attendre. On regarde la bande-annonce d'Iris. J'ai besoin de vous. C'est-à-dire ? Je veux que vous me kidnappiez. Pardon ? Il faut que j'échappe à mon mari. Vous devriez me frapper pour qu'il démarque. Si jamais il y a un truc qui foire. C'est impossible. Allô ? Qui est-ce ? L'homme qui est ta femme. Qu'est-ce que vous voulez ? De l'argent. Combien ? Qu'est-ce qu'elle vaut pour toi ? Nous sommes de la brigade criminelle, c'est nous qui sommes chargés de l'enquête. Vous pouvez nous dire quel genre de femme c'était ? Je pense que ma femme est terrifiée. Je crois que chaque seconde qu'elle passe avec celui qui a fait ça est un enfer. Iris est quelqu'un de fragile. Paranoïaque. Il faut savoir qu'elle a des obsessions. Qu'est-ce que t'en penses ? Qui nous prend pour des cons. J'ai pas l'argent. Madame. Je t'en tirerai pas comme ça. J'ai plus rien à perdre. Vous saviez que votre femme se sentait suivie. Pourquoi moi ?
Qu'est-ce qui m'empêche d'aller voir les flics et de leur dire la vérité? Quelle vérité? Iris de Jalil Lesper, avec surtout Romain Duris et Charlotte Lebon. On va en parler tout de suite. Alors c'est très bien, on l'a vu tous les deux. Oui. Donc voilà, on va pouvoir bien débattre sur le film. Donc oui. Alexis, toi, je crois savoir que tu as adoré. Oui, bien sûr. Bon, très sérieusement. Non. Qu'as-tu pensé d'Iris? J'ai trouvé ça un peu catastrophique, malheureusement. Je pense que tu peux même mettre une majuscule au C de catastrophique. Bien appuyer le truc. Alors, j'ai rien contre Jalil Lesper. Évidemment, j'avais plus apprécié dans les deux biopics de Saint-Laurent, le Saint-Laurent de Bertrand Bonello plutôt que le sien de Yves Saint-Laurent, qu'il avait fait sens, tu vois. avec Pierre Ninet. Donc là, je pense que comme il était au sommet avec ce film-là, il a pu se lancer dans Iris. Je pense que c'est un projet qui traînait depuis un moment, puisque c'est le remake, donc tu as dit, de K.O. de Hideo Nakata, donc un film japonais. J'ai envie de dire, c'est dommage qu'il ne l'ait pas laissé traîner encore un peu. Quoi. Ou même l'abandonner tout court, ou passer à autre chose. Non, c'est un peu terrible. Là, comme moi, on a vu la bande-annonce, ça va nous économiser de raconter l'histoire, parce que c'est une histoire, un tiroir qui joue sur les retournements de situations et de personnages. Et le problème, c'est que Lesper, il tient pas trop son film. Il y a plein d'erreurs qui m'ont sorti en permanence du film. Je révèle rien, mais on a vu dans la bande-annonce que donc Charlotte Lebon prépare avec Romain Duris, son complice, son faux kidnapping. Et donc, par exemple, il y a la scène où Romain Duris doit l'attacher sur une chaise. Il perd 10 minutes à l'attacher parce que, bon, c'est un gars qui n'est pas trop habitué à ça. Donc, hop, il passe 10 minutes à l'attacher pour faire la preuve qu'il l'a enlevé. À la fin, il lui met un scotch sur la bouche et il ne prend la photo que du visage. Alors qu'il a passé 10 minutes à attacher tout le corps pour prendre une photo que du visage. Et là, c'est justement, on a perdu 5 minutes de film pour rien, alors qu'on sait très bien qu'ils sont complices tous les deux à l'écran. Et le film est ponctué de plein d'erreurs comme ça. Alors ça, c'est assez drôle, parce que ça, c'est effectivement, c'est une erreur, mais j'ai presque envie de dire des petites erreurs complètement stupides. Alors qu'en fait, il y a quand même des erreurs carrément qui tiennent le film. Enfin, le film s'effondre justement sur des erreurs, par contre, monumentales, des trucs qui ne tiennent pas debout. Concrètement, si on déroule l'histoire à plat, le film ne tient absolument pas sur ses jambes. Enfin, voilà. C'est incohérent. Après, le problème, c'est que Jalil Lesper, il essaye d'avoir les grands maîtres, on va dire, les grands maîtres du suspense. Justement, il essaie d'avoir un très beau film à la David Fincher. Bon, David Fincher qui fait Gone Girl, des films comme ça, où c'est calibré, le gars, il est prêt à faire 100 prises pour avoir la meilleure. Et de l'autre côté, on a, moi, je pense à Kubrick ou Hitchcock. Notamment, il y a un passage qui m'a beaucoup fait penser à Eyes Wide Shut de Kubrick. Oui, et on n'est pas du tout dans la même catégorie, on n'est pas du tout dans la même cour. Et c'est ça qui est terrible, parce qu'à chaque fois qu'il nous propose une séquence, à chaque fois, on le compare, malgré lui, au film auquel il fait référence. Et forcément, à chaque fois, ça ne tient pas la route. Et c'est ça qui est dommage, à chaque fois, c'est ça. Et c'est pas un film qui essaie d'être modeste, malheureusement. Et je pense que c'est ça qui a pêché le plus sur Iris. Alors c'est drôle parce que du coup, tu citais quelques références. Moi, j'en rajouterai une que j'ai trouvée vraiment très présente. C'est que j'avais l'impression que Jalil Lesper se la jouait Paul Verhoeven, qui se la jouait un peu Basic Instinct. Genre, moi aussi, je peux faire un polar sulfureux. Même elle. Elle, voilà. J'allais dire, alors au départ, j'allais dire c'est un peu du Paul Verhoeven à la française, sauf que maintenant Paul Verhoeven fait des films français, donc évidemment ça ne marche pas. Il fait des meilleurs films français que les réalisateurs français. Ça, j'en suis moins, je te suivrai pas sur ce terrain, parce que elle, moi, ça m'a. D'accord. C'était compliqué. Oh, on va pas être d'accord. Mais non, en tout cas, voilà, clairement, on a l'impression qu'il essaie de faire du Paul Verhoeven à sa sauce, et ça ne marche absolument pas. On peut aussi s'attarder éventuellement sur l'interprétation des comédiens. Romain Duris est quand même un très bon comédien français. Dans ce film-là, il est catastrophique. Bah après, il a une grosse moustache et tout ça, à la Philippe Martinez et tout ça, qui déjà CGT représente. Voilà, physiquement, bah là, on retrouve un petit peu les personnages des Animaux Fantastiques, mais là, ça fait caricature parce que ça se veut un film sérieux et tout ça. Et le problème aussi, c'est au niveau des dialogues. Jalil Lesper est également dialoguiste, il est scénariste et dialoguiste, et il y a des répliques. On ne peut pas se permettre ça dans un thriller, parce que ça essaye de, comment dire, pas forcément de détendre l'atmosphère. La magnifique réplique de Camille Cotin, je t'en prie. Non, je ne dirai pas. Il y a une histoire de serrage de couilles.
Voilà. Voilà. Et puis, c'est balancé comme ça, directement au milieu d'une discussion entre donc, les flics qui sont en train d'enquêter sur la disparition de la femme et Jalil Lesper, dont la femme est disparue. Et donc, tout d'un coup, ça nous tombe comme ça sur le coin de la tête. D'un coup, je vais tirer les couilles. D'un coup, ça arrive de nulle part. Voilà. Et donc, ça nous déstabilise complètement, mais dans le mauvais sens du terme. Parce que déjà, avec toutes les petites erreurs, on n'était pas complètement dans le film. Mais en plus, avec ces dialogues qui vont dans tous les sens, alors là, on est complètement perdu. Puis alors, il y a un dernier point qui est quand même assez magique, c'est que l'histoire, une fois qu'on est arrivé au bout de cette histoire très compliquée, avec des intrigues à tiroir, des twists toutes les 30 secondes, c'est des flashbacks qui reviennent en arrière. Voilà, des flashbacks et tout. Et qu'en fait, on la met à plat et qu'on revoit globalement le film, on se rend compte qu'en fait, c'est juste d'une stupidité consternante, globalement. Voilà, le côté sulfureux, à la limite, mais ça marche pas. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de mal à croire à ce côté, je sais pas comment dire ça, une espèce d'hôtel particulier où il se passe des trucs étranges à Montmartre. Voilà. Enfin, c'est-à-dire qu'à Montmartre, grosso modo, d'un côté, il y a Amélie Poulain et de l'autre côté, il y a Eyes Wide Shut. Exactement. C'est surréaliste. Mais par exemple, tu vois, avec le film d'Hideo Nakata, c'est un truc très simple. C'est limite, il n'y a même pas de photographie, tout est en lumière naturelle. Et ça fait que le film fonctionne par étapes. Il n'y a pas de flashback et tout ça. Il y en a, mais c'est vraiment des grosses séquences. Et on progresse sur le film comme ça. Et à la fin, c'est pas on va dire un thriller à suspense comme les Iris. C'est juste un drame. Un drame pas forcément social, mais un drame humain, un drame conjugal qui est mis en scène. Mais d'une simplicité, il n'y a pas mieux. Et là, Iris, il essaye de rajouter, on va dire, des filtres, une mise en scène. Et je pense à Hitchcock, je pense à Kubrick. Mais il ne l'est pas. Ouais, et c'est ça qui est dommage. Effectivement, bon en tout cas voilà, tout ça pour dire grosso modo on est d'accord, Iris c'est malheureusement complètement manqué, c'est dommage, Jalil Lesper a du talent en tant que cinéaste parce qu'il joue dans son film et là c'est compliqué, oui voilà, éventuellement si pour apprendre aux comédiens ce qu'il faut pas faire à l'acteur studio, on peut toujours leur montrer à quoi ressemble la prestation de Jalil Lesper, le pauvre. Il est vraiment meilleur réalisateur qu'il n'est comédien. Bon, effectivement, il ne l'a pas spécialement bien montré sur ce coup-là. Quoique le film, en termes d'esthétique, est plutôt classe, etc. Il y a une recherche formelle et tout. Bon, le problème, c'est que voilà, on va résumer ça de façon très simple, c'est pas bon. Enfin, c'est absolument pas bon. Ça fait un peu téléfilm policier du jeudi soir, alors que ça n'a pas du tout la facture... Exactement. Et alors, il y a une particularité, c'est qu'on a souvent tendance à parler de films qui se bonifient avec l'âge. C'est-à-dire, plus on les voit et plus on y repense et plus on se rend compte que c'est bien. Iris, c'est l'inverse. Plus on y repense et plus on se rend compte que c'est mauvais. Et voilà, autant on peut sortir de la salle en se disant « Ouais, bon, c'est pas terrible », autant 2 semaines après, on va se dire, après y avoir réfléchi, « Ah oui, non, en fait, c'est une catastrophe. » Vraiment, en sortant de la salle, je l'avais oublié. Mais c'est bien ça. Voilà. Ça, c'est bien. En même temps, le problème en l'ayant oublié, c'est qu'un jour, tu peux éventuellement être tenté de le revoir. Oui. Et tu te réinfliges ça une deuxième fois. Je ne pense pas. Voilà. Donc, faut pas l'oublier complètement. Faut quand même penser que c'est pas bon. Bon, ben voilà, on a fait le tour pour Iris. On va enchaîner tout de suite avec un univers complètement différent. On va passer du polar à la comédie et parler des Têtes de l'Emploi, une comédie avec Franck Dubosc, avec Elsa Zilberstein et avec François-Xavier de Maison. Tout de suite, la bande-annonce de Les Têtes de l'Emploi. Agence pour l'emploi, j'écoute. Ah non, je suis désolée, ce n'est pas moi la grosse connasse que vous avez eu l'instant. C'est une bonne nouvelle, vous n'êtes plus demandeur d'emploi. Quelqu'un qui démarre aujourd'hui dans la vie active, Marie, doit être concerné. Oui. Si on commence tous à se couvrir d'injures, doit être motivé. Oui. Vous n'aimez pas les noix? Au contraire, j'adore tout ce qui est fruits secs. Que je vous chie sur la tête, monsieur, parce que ça aussi je peux le faire. Et enculable. Mais non. Vous êtes l'agence la plus performante de France. Alors comme il y a de moins en moins de chômeurs inscrits dans votre agence, on va la fermer. Il n'y a plus de travail, on peut pas vous aider. Bah voilà, là c'est Boguet. C'est Boguet de chez Boguet. On dit pas boguet, on dit buguet. Oui, c'est ce que je dis, Boguet. C'est quoi votre petit nom? Martine. Oh, j'adore ce prénom. Martine à la montagne, Martine à la plage, hein, c'est... Martine à la ferme. Aussi. Beau. Beau. Bug. Ah, vous l'avez. Boguet. C'est bon. Pourquoi on va se retrouver sans travail? Parce qu'il n'y a plus assez de chômeurs qui viennent pointer à l'agence. On a trop bien travaillé. Si on arrête de trop bien travailler, il y aura plein de chômeurs, ils pourront pas fermer l'agence. On va fabriquer du chômage. C'est complètement merdique ton plan là. On va saboter le recrutement de Plastex de l'intérieur. Mais vous feriez un très bon directeur commercial. Hein. Je connais toutes les ficelles du métier. Je peux vous dire qu'avec des cas comme ça dans l'usine,
Elle va pas aller loin. Manutentionnaire. Ok, pas de problème. Ah, il s'étouffe, attention. Puis bien sûr, vous serez payé comme une femme, hein, moins qu'un homme. Je plaisante, Jean-Pierre. Les têtes de l'emploi, donc comédie avec, surtout portée par Franck Dubosc, donc Elsa Zilberstein et François-Xavier de Maison. Alors, les réalisateurs, c'est quand même, on va le souligner, c'est les réalisateurs de Boule et Bill, les scénaristes de Lucky Luke, RTT, Bienvenue chez les Ch'tis. Là, on est dans du lourd, là. Hop, radié. Ouais, voilà. C'est-à-dire que, honnêtement, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Ouh là 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 là, parce que c'est quand même pas des chefs-d'œuvre. Encore Bienvenue chez les Ch'tis, dans sa catégorie, etc. Mais bon, Lucky Luke, RTT, Boule et Bill, c'est compliqué. Et pourtant, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est une très bonne surprise. Moi, je trouve que c'est une très très bonne comédie, honnêtement. C'est très drôle, c'est surprenant. Je vais t'essayer surtout toi en parler parce que tu l'as vu aujourd'hui aussi, décidément aujourd'hui. C'est tout frais. Les têtes de l'emploi, ça joue vraiment sur une corde qui est pas habituelle dans le cinéma français, sachant que les comédies, on en a 3 par semaine. Là, c'est une comédie cynique, un peu. Ça fonctionne donc justement sur le ressort du chômage et de la crise économique, donc c'est pas forcément un sujet qui se prête à rire. Et là, en plus, on suit des personnages pas forcément détestable, mais vraiment opportuniste et assez sombre. Et pour le coup, Franck Dubosc est vraiment bon. Ouais, il dedans. est très très bon. Dans ce rôle-là, on va dire, c'est le méchant con. Ouais. Vraiment. Si vous ne l'aimez pas dans le camping, vous pouvez l'aimer dans les têtes de l'emploi. Voilà, il assume vraiment son personnage vraiment pince sans rire et qui est prêt à la pire saloperie pour survivre. Que ce qui est très drôle dans le film, justement, c'est pour garder leur emploi, ils sont obligés de remettre d'autres personnes au chômage pour faire fonctionner parce qu'au cas où vous n'ayez pas compris la bande-annonce, en fait, c'est une agence en gros du Pôle emploi qui est tellement efficace qu'il n'y a plus de chômeurs dans le coin. Résultat, on ferme l'agence. Solution pour rouvrir l'agence, recréer du chômage. Voilà. Donc, c'est pas forcément un pitch de départ, on va dire, de comédie. Et pourtant, le film arrive à sortir quelques répliques cultes dedans. Je pense que c'est un film qui fonctionne surtout sur la punchline. Après, de temps en temps, il y a des petits coups de mou et tout ça. Voilà, mais le film est assez bon quand même pour une comédie, quoi. Oui, c'est ça. Et puis surtout pour une comédie qui, je pense, tu vas peut-être me dire le contraire, mais je sais pas ce que tu en penses, mais qu'honnêtement, on n'a pas vu venir. C'est-à-dire que déjà, la promo a été très tardive, et quand la promo est arrivée, je pense que pas grand monde croyait à ce film. Tout le monde pensait que ça allait être un navet, que ça allait être une catastrophe, etc. Et finalement, comme c'est drôle, du coup, ça surprend. On se dit, ah, bah tiens, finalement, c'est pas si mal. Je pense que la promo, le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de promos, je pense que c'est aussi le fait de son sujet. Comment est-ce qu'on le vend ? Un film cynique, comédie, on n'a pas l'habitude en France, donc je pense qu'ils n'avaient pas non plus l'habitude de savoir comment le vendre. Finalement, ils s'en sont bien tirés. Je sais pas combien le film fera dans une semaine, on verra bien. Mais je pense qu'il a son potentiel pour fonctionner. Il a des bonnes têtes d'affiche pour le tirer vers l'eau, parce que même Elsa Zilberstein et François-Xavier de Maison sont très bien dedans. Ouais, Elsa Zilberstein, dont on découvre le pouvoir comique qu'on ne soupçonnait absolument pas. Voilà. Enfin, en personnage au bord de la crise d'hystérie ou la dépression. On est toujours entre les deux. Conseillère au bord de la crise de nerfs. Voilà. Et même personnage de François-Xavier de Maison qui est en retrait pendant tout le film, mais en fait qui est un personnage très beau, mais qui se révèle juste à la fin. Non, le film est un peu prévisible dans comment dire, dans son évolution, mécanique. Dans sa mécanique et puis dans sa conclusion. Mais non, il y a des bonnes séquences, et moi la meilleure séquence, c'est quand il recrute, on va dire, les mauvais, les futurs mauvais employés, qui est assez fandard. Ouais, qui est assez collector. Et ben en tout cas, voilà. Au moins, on est deux à vous conseiller les têtes de l'emploi. Vraiment, c'est une très très bonne surprise. On a souvent tendance à se plaindre quand même des comédies françaises toutes pourries. Souvent, c'est des films standards qui sont réalisés de la même manière. Là, même la photographie, l'image, elle diffère. On est un petit peu dans un monde un peu anachronique. On a l'impression d'être dans les années 70. Dans la fameuse un peu série Message à caractère informatif. C'est vrai. On est un petit peu dans un monde parallèle, dans une France parallèle, mais qu'on a l'impression qu'il a toujours existé.
dans le côté monolithique des fonctionnaires. Mais c'est un film qui fonctionne et qui mérite le coup d'être vu. Bon, bah voilà. Donc, allez voir Les Têtes de l'Emploi. Très très bonne comédie. On va enchaîner tout de suite avec Tour de France, film avec Gérard Depardieu et le rappeur Sadek, un film de Rachid Djadani. Pas évident à prononcer. Djadani. Voilà, Djadani. Il avait réalisé Rangen, qui avait été primé à Cannes et à Deauville d'ailleurs. Voilà, on va tout de suite regarder la bande-annonce donc de Tour de France et on en parle juste après. C'est pas oncle la famille. Vas-y, y a moyen, on fait une petite photo ensemble. Mon frère, c'est très bien qui je suis, y a pas de selfie avec moi. Je t'ai pris pour un Daft Punk la famille. Hein. Vas-y, enlève ça. Faut que tu te mettes au vert. Moi, j'ai peut-être une idée. C'est Bilal qui m'envoie. Je suis le chauffeur. Tu le connais comment? C'est mon producteur. Men Saïd, c'est ton nom? Je croyais que c'était juif. Moi, je suis français, monsieur. Tu connais les pannes du 18e, toi? Ouais, j'en connais certains. Et Vernet? Vernet du 18e? Parce que moi, tous les vandales du 18e, je les connais. Bah d'ailleurs, 18e et 20e, je les connais tous, c'est mes potes. Et en plus, ils ont fumé tous les arrondissements de Paris. Un par un, ils ont tout fait. Pauvre France, hein. Vous êtes comme tous les pauvres ouvriers, là. Tous les bougnoules que vous insultez à longueur de journée. Et vous savez pourquoi vous les détestez autant? Parce qu'ils vous ressemblent. T'as une petite copine? Moi, je peux vous apprendre à faire du rap. J'ai beaucoup trop de vocabulaire pour ça. Vous dites ça parce que vous êtes jaloux. Je suis sûr, hein. Vous auriez aimé être black et vous auriez aimé faire du rap. Tu veux du rap révolutionnaire? Ouais, je veux du rap révolutionnaire. Eh ben, je vais te donner. Du lourd. Je suis dans ma cité, yo! Bang, bang! Ah! Pourquoi vous coupez la musique comme ça? Même un marteau-piqueur, casse-moi les oreilles. Pourquoi est-ce que vous allez pendre tous ces porcs? C'est une promesse que j'ai faite à ma femme. Et j'aime tenir mes promesses. C'est la première fois qu'un blanc il prend ma défense. Moi, c'est la première fois que j'ai d'un arabe. Waouh. Tour de France, Gérard Depardieu, le rappeur Sadek. Je sais pas ce que vous a inspiré la bande-annonce. Moi, personnellement, pas grand-chose. Toi, tu l'as vu, ça va être plus simple. Est-ce que c'est bien? Je l'ai vu à Cannes, donc c'est dans un autre contexte. Après, le film est sympathique. Ah bah quand même. Voilà, le film est sympathique. C'est pas un film forcément marquant, alors que pourtant Rachid Djadani, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer. Et on va juste rappeler son premier film, donc Rangen, qui était sorti en 2012. Il avait mis 9 ans à le faire. Il avait tout filmé en DV et tout ça, donc c'est quelqu'un qui a le cinéma ancré aux tripes et qui va jusqu'au bout de son film. Donc là, sur Tour de France, donc il associe à la fois Gérard Depardieu et un jeune, donc Sadek, pour qui c'est son premier rôle, qui n'avait jamais fait de cinéma avant, c'est le gars, il y a les cash. Et la rencontre est vraiment intéressante à l'écran. Il y a vraiment une belle confrontation à l'image dans certaines séquences. Après, je pense que c'est l'écriture qui pêche un peu parce que dès le départ, on veut nous instaurer une confrontation, comme quoi GG, c'est le vieux franchouillard qui est un peu raciste, qui aime pas les Arabes et tout ça. Et de l'autre côté... Jusqu'à vieux franchouillard, on était bon. Voilà, et de l'autre côté, on a Sadek, donc, qui joue Farouk, qui est un rappeur issu de la communauté, qui est dans la région parisienne, et qui doit se mettre au vert à cause d'une affaire avec un autre rappeur. Et donc, on a ces deux mondes-là qui doivent se confronter, et dès le départ, on sent pas qu'il va y avoir un clash. On voit déjà venir à la fin qu'ils vont être les meilleurs amis du monde. C'est un peu dommage parce que j'aurais aimé voir dans ce film-là un peu plus de confrontation entre les deux. Là, c'est plus deux personnages qui se seraient jamais parlé dans la rue, qui se cherchent et finalement qui se trouvent un peu sans surprise. Mais le film est assez beau et il cherche un petit peu là où on met un petit peu de côté, on va dire, le rap et tout ça. Donc ça essaie d'associer deux cultures, on va dire, qui sont censées être irréconciliables en France, dans un seul film. Et au moins, l'idée est vraiment intéressante. Oui, ça part d'une bonne démarche, d'une envie d'être humaniste, etc. Après, alors je sais pas, mais moi, quand je vois la bande-annonce, j'ai l'impression d'avoir presque vu ce film 1000 fois
mais avec d'autres types de personnages. Mhm. Et puis surtout, ça a l'air terriblement prévisible, je trouve. On a l'impression qu'on sait exactement ce qu'on va nous raconter et où on va aller à la fin, quoi. Bah, c'est exactement ça, et c'est pour ça que les personnages, certes, ils sont bien écrits, mais les situations, on les a déjà vues 1000 fois. Et c'est ça le problème, parce qu'on avait un contexte un petit peu différent. On a deux personnages qui s'étaient jamais vus, donc Sadek et Gérard Depardieu. Et le problème, c'est Rachid Jalini, il n'en profite pas forcément. Il reste sur un film, bah, pas forcément grand public, mais très positif. Ça veut jamais chercher dans les côtés sombres et tout ça. Ça reste un film quand même très lumineux, qui s'adresse au plus grand nombre. Donc c'est son option qu'il a mis sur ce film-là. Il s'y tient du début à la fin. Après, c'est ça le problème, c'est que ça rend un film un petit peu trop prévisible. Voilà. Un peu lisse. Un peu lisse. Bon, ben voilà, donc Tour de France, si vous voulez aller tenter l'expérience d'amitié qui va lier deux mondes totalement opposés, ça, c'est sorti aujourd'hui et on le conseille. Oui, on le conseille quand même. Bah voilà, bah, si on aime GG, on va le voir. Bah voilà, tout simplement. Qui n'aime pas GG? Bien, eh bien, on va enchaîner avec une nouvelle partie de l'émission. On va tout de suite marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour parler des autres films qui sont sortis aujourd'hui en salle. Petite pause. Également, donc à l'affiche, on a malheureusement pas le temps de parler de tout, mais on va quand même citer ce qui sort également cette semaine. Le Petit Locataire, comédie avec Karine Viard, qui, grosso modo, 49 ans ou quelque chose comme ça, apprend qu'elle est enceinte. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Justement, ça va être tout l'enjeu de cette comédie. Paulina danse sa vie, un film de Valérie Muller et Valérie Preljocaj. Alors j'avais trop peur de le prononcer, celui-là, c'est passé. Histoire de danse en fait. Voilà, tu l'as vu peut-être? Non. Toi non, moi non plus. Voilà, une danseuse russe qui part s'essayer à la danse classique du côté d'Aix-en-Provence. Un film dans lequel on retrouve notamment Juliette Binoche. Bon, qui n'a pas le premier rôle, hein. Évidemment, c'est pas elle qui joue la jeune danseuse, hein. Je pense que tout le monde l'aura compris. Tana, un très joli petit film qui sort également aujourd'hui et qu'on vous recommande. Ça, on part dans les Philippines, dans les îles. Voilà, exactement. Romance, tribu, guerre de tribus, etc. C'est un film qui a eu un joli succès en festival, notamment. Trashed, documentaire porté par Jeremy Irons. Alors, un documentaire écologique, on va dire, écologiste plutôt. En ce moment, il y a Leonardo DiCaprio qui est très engagé dans sa cause, mais il y a également Jeremy Irons. Trashed parle notamment de l'impact des déchets sur notre environnement, et malheureusement de l'avenir assez sombre qui peut s'offrir à nous si on continue malheureusement dans cette voie-là, si toutefois on n'est pas déjà allé trop loin. Je crois que ça avait été montré à Cannes, ça aussi d'ailleurs. C'est possible, ouais. Il me semble voir sélection officielle. La petite palme sur l'affiche. Également demain, Un homme et une femme, le classique de Claude Lelouch fête ses 50 ans. Le film avec Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, qui ressort en version restaurée, magnifiquement restaurée d'ailleurs. Voilà, donc n'hésitez pas à vous refaire. C'est immanquable. Et voilà, exactement, c'est immanquable. C'est à revoir absolument. Et enfin, Close Encounters with Vilmos Zsigmond. Voilà. Non mais le Vilmos, toute la journée, je me suis préparé toute la journée, évidemment. C'était prévisible. Mais tu sais quoi, tu vas en parler toi en fait. Voilà, moi je pars en vacances. Vas-y. Exactement. Alors Close Encounters with Vilmos Zsigmond, donc c'est un documentaire. Est-ce que tu peux le redire encore plus vite? Close Encounters with Vilmos Zsigmond. Voilà. Là tu m'épates. Là moi j'ai dit monsieur. Là je dis monsieur. C'est l'habitude. Donc c'est un documentaire réalisé par Pierre Filmon sur ce chef opérateur hongrois, donc Vilmos Zsigmond, qui malheureusement a disparu le 1er janvier de cette année. Donc encore un qui a endeuillé le cinéma. Qui a ouvert d'ailleurs le bal. Qui a ouvert le bal. Et en fait, ce chef opérateur-là, si son nom ne nous dit pas forcément grand-chose, si on n'est pas un fanat de cinéma, il nous aura quand même marqué l'esprit. En tout cas,
tout le cinéma américain des années 70. C'est lui qui a fait donc la photo, donc la photographie, donc l'image du film de son plus connu Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, Délivrance, Voyage au bout de l'enfer, les petits films, quoi. La porte du paradis, Blowout de chez Brian De Palma. J'en oublie 30 000, mais il a vraiment marqué de son empreinte le cinéma américain donc des années 70, le fameux Nouvel Hollywood, puis même d'autres films, les autres films qui ont suivi. C'est vraiment un beau documentaire puisque à la fin on a son propre témoignage. On le voit apparaître donc à l'écran et qui nous parle donc de son parcours, de ses aventures, de ses tournages rock'n'roll et du métier de directeur de photographie qui est quand même très important au cinéma. D'accord, donc documentaire passionnant qui a priori devrait ravir notamment les cinéphiles, surtout qu'on n'y parle que de films. Voilà, la liste que tu citais, c'est juste des chefs-d'œuvre. C'est que des films cultes américains, donc il a côtoyé les plus grands réalisateurs de son époque, donc c'est forcément très intéressant d'avoir son avis là-dessus. Eh ben c'est parfait. Eh ben justement, puisqu'on parle de grands réalisateurs américains et puisqu'on parle de cinéma des années 70, on va en parler dans un instant. On va marquer une courte pause et on revient tout de suite pour la dernière partie de l'émission sur les sorties vidéo. C'est parti. Voilà, une petite pause et on revient tout de suite. Vous inquiétez pas, on va pas loin. On se retrouve donc pour la dernière partie de cette émission, les sorties vidéo. Comme chaque semaine, on va mettre une sortie vidéo à l'honneur. Et cette semaine, on a décidé de parler du coffret Richard Fleischer qui sort chez nos amis de Carlotta, dont on n'arrête pas de louer le travail de Carlotta. J'ai l'impression de semaine en semaine. En même temps, le travail de Carlotta est louable, on n'y peut rien. C'est exemplaire. C'est exemplaire. Tu le dis très très bien. Le 9 novembre dernier est donc sorti un coffret consacré à Richard Fleischer avec 3 films. Terreur aveugle, L'étrangleur de Rillington Place et Les flics ne dorment pas la nuit. On va justement parler surtout des flics ne dorment pas la nuit, un chef-d'œuvre de Richard Fleischer sorti en 1972. Voilà, donc je vous montre d'ailleurs le Blu-ray du film. Juste avant d'en parler, on va d'abord regarder un extrait d'un autre film qui est dans le coffret, qui est Terreur aveugle avec Mia Farrow. Voilà, de quoi vous donner envie de vous plonger dans le cinéma de Richard Fleischer, et en tout cas dans ces 3 extraordinaires films. On regarde un extrait et on revient tout de suite pour parler des flics ne dorment pas la nuit. Terreur aveugle, donc un très 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 bon film de Richard Fleischer. Rien que l'extrait, moi je trouve, donne très 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 envie. Pour mettre en lumière l'extrait, il faut expliquer que Mia Farrow est en fait aveugle. Exactement. Et qu'il y a un tueur qui rôde, un tueur en Santiago, et donc le Richard Fleischer se concentre sur ce détail-là. Et tout le film va reposer là-dessus, où justement le spectateur est toujours en avance. Mais le suspense est vraiment terrible du début à la fin. Ouais, c'est vraiment un super film qu'on vous conseille. Mais dans le coffret, donc il y a un autre film qu'on vous conseille également. En fait, acheter le coffret, ça de toute façon, c'est ce qu'il faut. Il faut acheter le coffret, c'est 3 bons films. Mais il y a surtout, Les flics ne dorment pas la nuit, qui est un film qui est resté très longtemps inédit en France et qui enfin existe dans une superbe version restaurée Blu-ray avec plein de bonus par-dessus le marché. On va très rapidement dire un petit peu quand même de quoi parle le film. C'est un jeune policier qui rejoint donc la police pour subvenir aux besoins de sa famille. Et tout le film va être traité sous le ton de la chronique. On va suivre un peu plusieurs policiers. C'est des petites histoires, c'est de la chronique, c'est des petites histoires qui se croisent. On plonge dans un univers
incroyable, c'est impossible de décrocher, le film est bouleversant, en même temps il est tendu, il y a du suspense, il y a du rire, il y a tout dans ce film. C'est un chef-d'œuvre en fait. À l'époque, justement, on était dans ce fameux Nouvel Hollywood où c'est des films un peu sombres, dépressifs et tout ça, où tous les jeunes réalisateurs se lancent là-dedans. Et ce film-là, c'est un peu comme le Fat City de John Huston, où c'est les vieux réalisateurs qui montrent aux petits jeunes, regardez, moi aussi je sais faire des films dépressifs et sombres. Et Richard Fleischer, quand il fait ça, il sort Les flics ne dorment pas la nuit, et puis c'est culte tout de suite, quoi. Exactement, je crois que c'est un des plus grands films policiers. Tu évoquais Fat City, il y a justement Stacy Keach qui jouait dans Fat City et qu'on retrouve dans Les flics ne dorment pas la nuit, George C. Scott également, Eric Estrada. Alors Eric Estrada que tout le monde connaît pour la série Chips, mais qui est à côté de la série Chips également un très très bon comédien. C'est un film absolument extraordinaire. Donc comme on le disait, il y a beaucoup de bonus, dont notamment un entretien avec Nicolas Boukrieff dans celui-ci. Dans Terreur aveugle, je crois que l'entretien c'est avec Fabrice Duvels, si je ne me trompe pas. Beaucoup de très très bons bonus, une qualité d'image exceptionnelle comme pour toujours. Un film exceptionnel, je pense qu'on peut oui. dire. Non, mais même les 3 films du coffret sont à tomber, donc faut se précipiter dessus. Exactement. Et puis surtout, c'est l'occasion de redécouvrir ou de découvrir Les flics ne dorment pas la nuit. Comme on le disait, film qui est resté beaucoup trop longtemps à mon goût inédit en France et que les gens vont pouvoir enfin redécouvrir autrement que par des moyens illégaux où on se retrouve avec une image dégueulasse, alors que là on a juste du travail d'orfèvre en fait, comme d'habitude, comme tu disais, comme d'habitude chez Carlotta. Voilà, comme d'habitude, toujours des beaux coffrets comme il faut avec des super bonus. Exactement, et des super films en général, parce que Carlotta se trompe rarement sur... je veux dire, là, on a eu... prochainement, on a La colline à des yeux de Wes Craven, qui ressort en version restaurée, qui lui aussi fête un anniversaire, qui ressort au cinéma aussi, je crois, d'ailleurs. Ils le sortent également au cinéma. C'est souvent l'habitude, c'est quand ils sortent un gros film en coffret. On avait eu Little Big Man un peu plus plus tôt dans l'année. Donc là, cette fois, ce sera La colline à des yeux. Il y aura plusieurs sorties au cinéma de la nouvelle copie. Tout à fait. Voilà, on en a terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. J'étais très content de t'avoir, Alexis. C'était un vrai plaisir. Moi également de participer. Voilà, je vous recommande du coup vous pouvez retrouver Alexis sur CloneWeb, sur Filmosphère. Voilà, et n'hésitez pas, il écrit très très bien. Voilà, Cinéwatch, c'est terminé pour ce soir. À bientôt, j'espère. N'hésite pas à revenir, tu es le bienvenu. Avec plaisir. C'est gentil, j'espère te retrouver. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine de cinéma. Allez voir toutes ces bonnes choses. Allez voir les bonnes choses dont on a parlé. Vous pouvez vous passer d'Iris, vous pouvez vous passer de Planétarium, mais bon, c'est moche, on est en train de tirer sur l'ambulance. Les bons films d'abord et les autres ensuite. Exactement. Donc, Les Têtes de l'Emploi, très bonne comédie. Les Animaux Fantastiques. Pourquoi pas, pour les fans d'Harry Potter, on va dire. Tour de France, pourquoi pas. Le documentaire. Close Encounters with the Magic Wand. Merci. Et le coffret Carlotta. Et le coffret Carlotta. Attention, sur Richard Carlotta. Donc à chaque fois que j'aurai un problème avec des noms très compliqués, si tu pouvais venir, pas de problème. Ça serait super. Voilà. Merci beaucoup, bonne fin de soirée, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles sorties cinéma. Très bonne soirée, très bonne semaine.